Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue pour cette deuxième vidéo sur ma chaîne Les Lectures d'Olivier. On va continuer le bouquin donc de Donato Carissi, le chuchoteur. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cette vidéo, il y a de cela quelques minutes, j'ai dit sur Twitter que j'étais pas trop chaud, j'étais pas trop motivé à tourner une nouvelle vidéo de lecture. Et puis en fait, je me suis donné un peu de temps là avant de lancer la vidéo. Je me suis dit bon, allez, je le fais. Surtout qu'en plus, c'est vrai que c'est pas très long. À chaque fois, je lis un chapitre. C'est pas long quoi. C'est quelques pages là. Donc là, je me force pas, hein. Très honnêtement, là, j'y réfléchis. Et en plus, la lecture du bouquin reste intéressante. Enfin, l'histoire du livre, j'étais bien parti, hein, lors du premier épisode, là où on apprend qu'il y a des jeunes filles qui ont disparu, etc. Donc c'est intéressant. Mais là, ce que je suis en train de peut-être me rendre compte, c'est que peut-être que je n'aime pas trop faire ce contenu-là. Je me laisse encore du temps. Je vais faire quand même des vidéos, je vais continuer parce que si ça se trouve, je vais m'y habituer et en fait non, je vais aimer. Donc bon voilà. Donc on continue au chapitre 2 et donc c'est parti. Le maître de musique avait parlé, mais ce n'est pas ça qui la frappa. Ce n'était pas la première fois. Un grand nombre d'individus solitaires expriment leurs pensées à voix haute quand ils sont enfermés chez eux. Cela arrivait même à Mila de parler toute seule. Non, la nouveauté, c'était autre chose. Qui la récompensait d'une semaine entière de guet, passée dans le froid glacial de sa voiture garée devant la maison marron, à scruter l'intérieur avec des petites jumelles, les déplacements de l'homme d'une quarantaine d'années, gros et laiteux, qui évoluait tranquillement dans son petit univers ordonné, en répétant toujours les mêmes gestes, comme s'ils étaient la trame d'une toile qu'il était le seul à connaître. Le maître de musique avait parlé. Mais la nouveauté, c'était que cette fois, il avait prononcé un nom. Mila l'avait vu se former, lettre par lettre, sur ses lèvres. Pablo. C'était la confirmation, la clé pour accéder à ce monde mystérieux. Maintenant, elle le savait. Le maître de musique avait un invité. Jusqu'à peine 10 jours plus tôt, Pablo n'était qu'un enfant de 8 ans, les cheveux châtains et les yeux vifs, qui aimait se balader dans le quartier sur son skateboard. Et une chose était certaine, si Pablo devait aller faire une course pour sa mère ou sa grand-mère, il y allait en skate. Il passait des heures sur cette planche, aller et retour dans la rue. Pour les voisins qui le voyaient passer devant leur fenêtre, Pablito, comme tout le monde l'appelait, faisait partie du paysage. C'est peut-être pour cette raison que personne n'avait rien vu ce matin de février dans le petit quartier résidentiel où tout le monde se connaissait par son nom et où les maisons et les vies se ressemblaient. Une Volvo break verte. Le maître de musique l'avait sans doute choisie exprès parce qu'elle était semblable à tant d'autres garées dans les petites rues, apparues sur la route. Le silence d'un samedi matin, tout ce qu'il y avait de plus normal ne fut brisé que par le lent grésillement de l'asphalte sous les pneus et de la griffure grise d'un skateboard qui gagnait peu à peu de la vitesse. Il fallut 6 longues heures avant que quelqu'un ne s'aperçoive que parmi les sons du samedi matin, il manquait quelque chose. Cette griffure. Et que le petit Pablo, en cette matinée ensoleillée et glaciale, avait été englouti par une ombre rampante qui ne voulait plus le rendre et qui l'avait séparé de son skate adoré. Cette planche à 4 roues s'était retrouvée immobile au milieu du fourmillement des agents de police qui, juste après la déposition de la plainte, avaient pris possession du quartier. Cela s'était passé à peine 10 jours plus tôt. Et il était peut-être déjà trop tard pour Pablo. Trop tard pour sa psyché d'enfant. Trop tard pour se réveiller sans traumatisme de ce mauvais rêve. Maintenant, le skate était dans le coffre de la voiture de la policière avec d'autres objets, des jeux, des vêtements. Des pièces à conviction parmi lesquelles Mila avait fouillé en quête d'une piste à suivre et qui l'avait conduite jusqu'à cette tanière marron. Jusqu'au maître de musique, qui enseignait dans un institut supérieur et jouait de l'orgue à l'église le dimanche matin, le vice-président de l'association musicale qui organisait tous les ans un petit festival consacré à Mozart. Le célibataire anonyme et timide, avec ses lunettes, sa calvitie naissante et ses mains moites et molles. Mila l'avait bien observé, parce que c'était ça, son talent. Elle était entrée dans la police avec un but précis et, après l'école, elle s'y était entièrement consacrée.
Les criminels ne l'intéressaient pas, la loi encore moins. Ce n'était pas pour ça qu'elle fouillait incessamment chaque recoin où l'ombre se tapissait, où l'existence pourrissait en paix. Quand elle lut le nom de Pablo sur les lèvres de son geôlier, Mila sentit une douleur dans sa jambe droite. Peut-être à cause des heures trop nombreuses passées dans la voiture à attendre ce signe, peut-être aussi à cause de sa blessure à la cuisse qu'elle avait recousue de 2 points de suture. Après, je la soignerai à nouveau, se promit-elle, mais seulement après. Et à ce moment-là, en formulant cette pensée, Mila avait déjà décidé immédiatement dans cette maison pour rompre l'enchantement et faire cesser le cauchemar. Agent Mila Vasquez à la centrale, ravisseur présumé du petit Pablo Ramos identifié. Le bâtiment est une maison marron au numéro 27 du Vial Alberas. Possible situation de danger. D'accord, agent Vasquez. Nous envoyons 2 patrouilles vers ta position. Il faudra au moins 30 minutes. Trop. Mila ne les avait pas. Pablo ne les avait pas. La terreur de devoir faire les comptes avec les mots trop tard la poussa à se diriger vers la maison. La voix à la radio était un écho lointain et elle, pistolet au moins, La voix à la radio était un écho lointain et elle, pistolet au poing, arme baissée, au barycentre de son corps, regard alerte, pas bref et rapide, atteignit rapidement la palissade couleur crème qui entourait l'arrière de la petite villa. Un énorme platane blanc se détachait sur la maison. Les feuilles changeaient de couleur selon le vent, montrant leur profil argenté. Mila arriva au portail au bois, sur l'arrière. Elle s'aplatit contre la barrière et écouta attentivement. De temps à autre, lui arrivait de quelque part dans le voisinage des volées de notes d'une chanson rock portée par le vent. Mila se pencha par-dessus le portail et vit un jardin bien entretenu, avec une cabane à outils et un tuyau en caoutchouc rouge qui serpentait dans l'herbe jusqu'à un pulvérisateur. Des meubles en plastique et un barbecue à gaz. Tout était tranquille. Une porte aux vitres dépolies de couleur mauve. Mila tendit le bras par-dessus le petit portail et souleva délicatement le loquet. Les gonds grinçaient et elle s'ouvrit juste assez pour franchir le seuil du jardin. Elle referma pour que personne à l'intérieur, en regardant dehors, ne s'aperçoive d'un changement. Tout devait rester tel quel. Puis elle avança comme on le lui avait appris à l'école de police, en pesant attentivement ses pas dans l'herbe, uniquement sur la pointe pour ne pas laisser de traces, prête à bondir en cas de nécessité. Quelques instants plus tard, elle se retrouva à côté de la porte de service, du côté où elle ne risquait pas de faire de l'ombre si elle se penchait pour regarder à l'intérieur de la maison. Ce qu'elle fit. Les vitres en verre dépolies ne lui permettaient pas de voir nettement, mais, à la forme des meubles, elle comprit qu'il devait s'agir d'une salle à manger. Mila fit glisser sa main vers la poignée qui se trouvait de l'autre côté de la porte. Elle l'attrapa et la poussa vers le bas. Elle sentit un déclic dans la serrure. Elle était ouverte. Le maître de musique devait se sentir en sécurité dans la tanière qu'il avait préparée pour lui-même et pour son prisonnier. D'ici peu, Mila comprendrait pourquoi. Le sol en lino gémissait à chaque pas sous la gomme de ses semelles. Elle se força à contrôler son allure pour ne pas faire trop de bruit, mais ensuite elle décida d'enlever ses baskets et de les laisser près d'un meuble. Nu-pied, elle arriva au bout du couloir et elle l'entendit parler. « Je voudrais aussi un paquet d'essuie-tout et de produits pour nettoyer la céramique. Oui, celui-là. Ensuite, apportez-moi aussi 6 boîtes de bouillon de poule, du sucre, un exemplaire du programme télé et un paquet de cigarettes légères, la marque habituelle. » La voix venait du salon. Le maître de musique faisait ses courses par téléphone. Trop occupé pour sortir de chez lui ? Ou bien il ne voulait pas s'éloigner, il voulait pouvoir contrôler chaque mouvement de son invité. Oui, 27, Vial Alberas, merci. Et prenez la monnaie sur 50 parce que je n'ai que ça. Mila suivit la voix, passant devant un miroir qui lui renvoya son image déformée, comme à la fête foraine. Quand elle atteignit l'entrée de la pièce, elle tendit les bras avec le pistolet, prit sa respiration et fit irruption sur le seuil. Elle s'attendait à le surprendre, peut-être de dos, le téléphone encore à la main, près de la fenêtre. Une parfaite cible de chair, dont elle ne voyait pas trace. Le salon était vide, le combiné bien en place sur l'appareil. Elle comprit que personne n'avait téléphoné de cette pièce quand elle sentit les lèvres glacées d'un pistolet se poser comme un baiser sur sa nuque. Il était derrière elle. Mila pesta intérieurement,
se traitant d'imbécile. Le maître de musique avait bien préparé sa tanière. Le petit portail du jardin qui grinçait et le sol en lino qui gémissait étaient des alarmes pour signaler la présence d'intrus. D'où le faux coup de fil, comme un hameçon pour attirer la proie. Le miroir déformant pour se placer derrière elle sans être vu. Tout cela faisait partie du piège. Elle sentit le bras de l'homme se tendre jusqu'à elle pour lui prendre son pistolet. Mila se laissa faire. « Tu peux me tirer dessus, mais tu n'as plus aucune chance de salut. Mes collègues seront bientôt ici. Tu ne peux pas t'en sortir, il vaut mieux te rendre. » Il ne répondit pas. Du coin de l'œil, elle eut l'impression de l'apercevoir. Était-ce bien un sourire ? Le maître de musique recula. Le canon de l'arme s'écarta de Mila, mais elle pouvait encore sentir l'attraction magnétique entre sa tête et la balle dans l'obturateur. Puis l'homme lui tourna autour et entra enfin dans son champ de vision. Il la fixa longuement, mais sans la regarder. Il y avait quelque chose au fond de ses yeux, qui sembla à Mila être l'antichambre des ténèbres. Le maître de musique lui tourna le dos sans aucune crainte. Mila le vit se diriger, sûr de lui, vers le piano placé contre le mur. Une fois devant l'instrument, l'homme s'assit sur le tabouret et observa le clavier. Il y posa les 2 pistolets, complètement sur la gauche. Il souleva les mains et, un instant plus tard, les laissa retomber sur le clavier. Le nocturne numéro 20 en do dièse mineur envahit la pièce. Mila respira fort, la tension se diffusait à travers les tendons et les muscles de son cou. Les doigts du maître de musique glissaient avec grâce et légèreté sur le clavier. La douceur des notes contraignait Mila à être spectatrice de cette exécution comme hypnotisée. Elle se força à retrouver sa lucidité et fit glisser vers l'arrière ses talons nus, lentement, jusqu'à se retrouver à nouveau dans le couloir. Elle reprit son souffle, en essayant de ralentir les battements de son cœur, puis elle chercha à toute allure dans les chambres suivies par la mélodie. Elle les passa en revue l'une après l'autre. Un bureau, une salle de bain, un garde-manger, jusqu'à la porte fermée. Elle poussa le battant contre le mur. Sa blessure à la cuisse lui faisait mal et elle concentra le poids sur son deltoïde. Le bois céda. La lumière faible du couloir fit irruption, la première dans la chambre dont les fenêtres semblaient murées. Mila suivit le reflet dans l'obscurité et finit par croiser 2 yeux humides qui lui rendaient son regard pétrifié. Pablito était sur le lit, les jambes repliées contre son maigre torse. Il ne portait qu'un slip et un débardeur. Il essayait de comprendre s'il devait avoir peur, si Mila faisait partie ou non de son cauchemar. Elle dit ce qu'elle disait toujours quand elle retrouvait un enfant. « Il faut y aller. » Il acquiesça, tendit les bras et grimpa dans les siens. Mila surveillait toujours la musique, qui continuait, menaçante. Elle craignait que le morceau ne dure pas assez longtemps, qu'il n'ait pas le temps de sortir de la maison. Elle fut prise d'une nouvelle angoisse. Elle avait risqué sa vie et celle de l'otage, et maintenant, elle avait peur, peur de se tromper encore, peur de rater la dernière étape, celle qui la sortirait de cette maudite tanière, ou de découvrir que la maison se refermerait sur elle comme un nid de bave, l'emprisonnant pour toujours. Mais la porte s'ouvrit, et ils se retrouvèrent dehors, à la lumière faible mais rassurante du jour. Quand son cœur battit un peu moins vite, qu'elle put se désintéresser du pistolet qu'elle avait laissé à l'intérieur et serrer Pablo contre elle, en faisant bouclier avec son corps chaud pour le rassurer, l'enfant se pencha vers son oreille et lui chuchota. « Et elle ne vient pas ?» Les pieds de Mila s'enfoncèrent dans le terrain, soudain très lourd. Elle vacilla, mais ne perdit pas l'équilibre. Où est-elle, elle ? L'enfant leva le bras et indiqua le 2e étage avec son bras. La maison les regardait par ses fenêtres et riait, moqueuse, par la porte grande ouverte qui venait de les laisser sortir. C'est à ce moment-là que sa peur se dissipa totalement. Mila parcourut les derniers mètres qui la séparaient de sa voiture. Elle installa le petit Pablo sur le siège et lui dit sur le ton solennel d'une promesse « Je reviens tout de suite ». Puis elle retourna se faire engloutir par la maison. Elle se retrouva en bas de l'escalier, elle regarda vers le haut sans savoir ce qu'elle allait y trouver. Elle monta en se tenant à la rampe. Les notes de Chopin continuaient, imperturbables, l'accompagnant dans son exploration. Ses pieds s'enfonçaient dans les marches, ses mains étaient collées à la balustrade qui semblait à chaque pas vouloir la retenir. La musique cessa d'un coup. Mila s'immobilisa, les sens en alerte. Ensuite, la percussion sèche d'un coup de feu, un bruit sourd et les notes désarticulées du piano sous le poids du corps du maître de musique s'écroulant sur le clavier. Mila accéléra jusqu'à l'étage du dessus.
Elle ne pouvait pas être sûre qu'il ne s'agissait pas d'un autre piège. L'escalier tournait et le palier se prolongeait en un étroit couloir couvert d'une épaisse moquette. Au fond, une fenêtre. Devant, un corps humain. Fragile, fin, à contre-jour. Les pieds posés sur une chaise, le cou et les bras tendus vers un nœud coulant qui pendait du plafond. Mila vit qu'elle essayait de passer la tête dans la corde et hurla. L'autre la vit à son tour et tenta d'accélérer l'opération, parce que c'est ce qu'il lui avait dit, c'est ce qu'elle avait appris. S'ils arrivent, tu dois te tuer. Ils, c'étaient les autres, le monde extérieur, ceux qui ne pouvaient pas comprendre, qui ne pardonneraient jamais. Mila se précipita vers la jeune fille pour tenter désespérément de l'arrêter. Plus elle approchait, plus elle avait l'impression de revenir en arrière dans le temps. Bien des années plus tôt, dans une autre vie, cette jeune fille avait été une enfant. Mila se rappelait parfaitement sa photo. Elle l'avait étudiée attentivement, trait par trait, en parcourant mentalement chaque pli d'expression, en cataloguant et en se répétant tous les signes particuliers, même la plus petite imperfection de la peau. Et ses yeux, d'un bleu bigarré vivant, capable de conserver intacte la lumière du flash. Les yeux d'une fillette de 10 ans, Elisa Gomes. La photo avait été prise par son père. Une image volée un jour de fête alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir un cadeau. Mila avait même imaginé la scène, son père qui l'appelait pour qu'elle le regarde, pour la prendre par surprise. Et Elisa se tournant vers lui, sans même avoir le temps d'être étonnée. Un instant était immortalisé dans son expression, quelque chose d'imperceptible à l'œil nu. L'origine miraculeuse d'un sourire, avant qu'il ne s'ouvre, éclose sur les lèvres et éclaire son regard comme une étoile naissante. C'est pour cette raison que Mila n'avait pas été surprise quand les parents d'Elisa Gomes lui avaient donné cette photo-là lorsqu'elle leur avait demandé une image récente. Ce n'était pas la photo la plus appropriée parce que l'expression d'Elisa n'était pas naturelle, ce qui la rendait plus ou moins inutilisable pour imaginer les modulations, les changements de ce visage dans le temps. Les autres collègues chargés de l'enquête s'étaient plaints, mais pour Mila, cela n'avait pas d'importance, parce qu'il y avait quelque chose dans cette photo, une énergie, et c'était cela qu'il devait chercher, pas un visage parmi d'autres, ni une enfant parmi d'autres, mais cet enfant avec cette lumière dans les yeux, en espérant que personne n'ait réussi à l'éteindre entre-temps. Mila l'arrêta juste à temps, elle lui attrapa les jambes avant qu'elle se laisse aller avec tout son poids sous la corde. La jeune fille se débattit, se démena, hurla. « Elisa !» dit Mila avec une douceur infinie. Ah non, du coup, Elisa, dit Mila avec une douceur infinie, et elle se reconnut. Elle avait oublié qui elle était. Les années de captivité lui avaient extirpé son identité, un petit morceau chaque jour, jusqu'à se convaincre que cet homme était sa famille, parce que le reste du monde l'avait oublié. Le reste du monde ne la sauverait jamais. Elisa regarda Mila dans les yeux, avec stupeur. Elle se calma et se laissa sauver. Et bien voilà les amis, on a continué ce bouquin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Olivier, et on se dit à une prochaine. Salut!